À la question 3, il s'agit de répondre par vrai ou faux à une série de questions concernant la loi sur les poursuites et les faillites. Première question, le fort de la poursuite est toujours au domicile du débiteur. Rendons-nous dans la loi sur la poursuite pour dette et la faillite. Au titre deuxième de la poursuite pour dette, du fort de la poursuite, nous voyons à l'article 46 que le fort de la poursuite est au domicile du débiteur, effectivement, mais nous voyons également qu'il y a toute une série de forts spéciaux de la poursuite, fort du lieu de séjour, fort de poursuite d'une succession, fort de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger, etc., etc. La réponse ici est donc faux. Le fort de la poursuite n'est pas toujours au domicile du débiteur. Question B, une entreprise inscrite au registre du commerce peut parfois être soumise à la saisie. Vrai ou faux? Nous allons nous rendre dans la loi à nouveau pour déterminer si une entreprise inscrite au registre du commerce peut toujours faire l'objet d'une saisie. Pour cela, il faut prendre les articles concernant les divers modes de poursuite pour dette. Nous comprenons que la poursuite par voie de faillite s'applique généralement, effectivement, pour les sociétés. Mais, si nous prenons la suite des dispositions, poursuite par voie de saisie, nous voyons que, notamment à l'alinéa 2, lorsqu'un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentée antérieurement contre lui n'en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu'il n'a pas déclaré la faillite. Dès lors, on ne peut pas dire, ou plutôt, il faut admettre qu'une entreprise inscrite au registre du commerce peut parfois être soumise à la saisie. Troisième affirmation, vrai ou faux, l'acte de défaut de bien après saisie permet d'invoquer le non-retour à meilleure fortune. Nous allons reprendre la loi, une fois de plus, aller dans la partie de la poursuite par voie de saisie de la réalisation. À la fin de ce processus, nous avons les dispositions concernant l'acte de défaut de bien, article 149, où nous voyons que le créancier qui a participé à la saisie et qui n'a pas été désintéressé reçoit un acte de défaut de bien pour le montant impayé ici. Il n'est pas question dans cet article d'exception de non-retour à meilleure fortune. En réalité, si nous faisons une recherche dans le texte, retour à meilleure fortune, nous voyons que ces dispositions-là, la notion de retour à meilleure fortune, fait partie de la distribution des deniers, qui elle-même est une partie de la liquidation de la faillite. Donc cette exception ne s'applique que à l'acte de défaut de bien après faillite, mais pas à l'acte de défaut de bien après saisie. L'affirmation est donc fausse. Quatrième affirmation, vrai ou faux, l'ouverture de la faillite stoppe le cours des intérêts des dettes non garanties par gage. Il s'agit d'une question portant sur l'effet de la faillite que nous avons ici, et à l'article 209, cours des intérêts, alinéa 1, l'ouverture de la faillite arrête à l'égard du failli le cours des intérêts. Alinéa 2, les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance, etc. L'affirmation ici est donc vraie. L'ouverture de la faillite stoppe le cours des intérêts des dettes non garanties par gage. Question 3.2. Le garage Dürer, raison individuelle, est déclaré en faillite le 24 février 2016. Et diverses créances ont été produites. Il nous faut dresser l'état de colocation à partir des créances qui figurent dans le tableau ci-dessous, en indiquant la ou les classes concernées, ainsi que les montants. Pour répondre à cette question, je vais préparer les dispositions concernant les classes dans l'état de colocation, qui se trouve dans le titre 6e. Nous sommes bien dans la partie des effets juridiques de la faillite, spécifiquement les effets de la faillite quant aux droits des créanciers.